La fuite des cerveaux, un fléau pour le continent africain, mais pas seulement, aussi pour le pays de la République démocratique du Congo. Et pour en parler, je suis avec Junior Kitenge. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général donc, du mouvement pour la révolution des élites, Morel. Exactement. Alors donc, pour cet entretien du jour, nous allons plus parler des perspectives sur la révision constitutionnelle en RDC, la vision du développement pour la jeunesse congolaise, mais d'abord un petit focus sur le rôle de Morel dans la mobilisation de la diaspora. Quel a été le mouvement, enfin le début de ce mouvement, quel a été l'élément déclencheur de votre mouvement? Alors il faut savoir que pour comprendre déjà l'élément déclencheur de ce mouvement, il faut partir de ce que c'est une élite. Alors une élite, par définition, c'est une personne qui se démarque dans son domaine de prédilection. Et donc nous sommes partis d'un constat, nous, membres fondateurs de ce mouvement, c'est que l'élite a quelque peu renoncé à sa mission patriotique, n'est-ce pas? On a constaté qu'en réalité, sur le terrain, l'élite a renoncé à son devoir patriotique. Et donc ce mouvement est intervenu pour créer une forme de sursaut. Donc le sens de révolution, donc mouvement pour la révolution de l'élite, c'est de créer un sursaut dans le chef des jeunes, parce qu'il faut savoir qu'à l'horizon 2050, on annonce à près d'1 milliard, n'est-ce pas, de la population africaine qui sera jeune. Et donc il faut commencer par formater le système de pensée des jeunes pour les préparer, conscientiser justement, et les préparer à la gestion de la chose publique dans leur pays respectif. Et vous trouvez qu'il y a de la fuite des cerveaux? Enfin, comment vous l'expliquez, cette fuite? Il faut savoir que lorsque les jeunes, notamment les étudiants par exemple, pour faire focus sur cette catégorie de jeunes, lorsqu'ils quittent le pays pour venir ici, la grande majorité espère retourner au pays, sauf qu'il y a un déficit de canalisation de ces cerveaux. Voilà pourquoi, au sein du mouvement pour la révolution des élites, on pense qu'il est nécessaire de voir dans quelle mesure les orienter. Et la meilleure façon de les orienter, c'est de créer au niveau de l'ambassade de la RDC en France une forme de base de données qui va répertorier toutes ces intelligences et voir dans quelle mesure les injecter progressivement au sein des institutions ou encore de l'administration publique. Concrètement, à la fin de chaque année académique, lorsqu'on a répertorié, n'est-ce pas, par catégorie, par spécificité les différents jeunes, on sait savoir qu'à la fin de cette année, on a autant d'ingénieurs, on a autant de juristes, on a autant d'économistes, et en fonction des besoins sur le terrain, on saura dans quelle mesure les canaliser. Ça fait partie des solutions que souhaite apporter le mouvement? Tout justement, c'est l'une des pistes de solutions que nous mettons en tout cas en place pour résoudre ce problème de fuite de cerveau. Et pourtant, vous avez été l'un des précurseurs, on va dire, de la bourse Excellencia, de la fondation de la Première Dame, cette bourse qui vise à ce que les Congolais étudient d'abord donc en Occident, plus particulièrement en France. C'est aussi une piste que vous voyez à l'avenir élargir? C'est une piste très importante parce que, vous savez, le développement de la jeunesse passera principalement par la formation de l'élite. La formation de l'élite, elle ne se forme pas au Congo? Alors, la formation de l'élite, c'est à la fois au Congo et à l'étranger. Il faut savoir que, parce que vous évoquez la bourse, effectivement, j'ai commencé à travailler dans ce programme-là depuis 2019. La première promotion des jeunes étudiants est arrivée en 2020. Donc j'ai eu la charge, la responsabilité, la noble responsabilité d'encadrer les 2 premières promotions de ces jeunes, qui d'ailleurs sont brillants. Et donc aujourd'hui, on a une jeunesse intelligente, mais qui parfois est dépourvue de moyens. Et donc l'avantage de cette bourse-là, c'est justement de leur offrir un cadre pour qu'ils sachent se déployer. Mais il faut savoir que c'est une initiative privée. Moi, avec le mouvement pour la révolution des élites, j'ai initié personnellement un projet de loi, n'est-ce pas, pour que le gouvernement s'approprie justement ce programme de bourse, pour que ça soit plus un programme d'une fondation, parce que la fondation reste un fait privé, mais que ce soit un programme national, n'est-ce pas, de sorte que ça soit élargi et que ce soit le gouvernement qui octroie des bourses aux étudiants. En ce sens-là, les étudiants seront redevables
à l'État, et donc ils auront l'obligation de retourner pour servir le pays au terme de leur parcours académique. Et parmi les objectifs donc, de Morel, on a la sensibilisation contre les antivaleurs. Vous parlez donc de corruption, j'imagine? Effectivement, les antivaleurs sont plurielles, mais les plus frappantes, justement, vous avez entre autres la corruption. Et ça, c'est un travail de fond. Tout à l'heure, je disais qu'il faut formater le système de pensée des jeunes, leur préparer à la gestion. Et cette préparation passe par une formation de base. Cette conscientisation par des descentes sur terrain, n'est-ce pas, par des conférences pour leur rappeler leur rôle, leur devoir civique envers la nation. Et en ce sens-là, le mouvement, justement, s'érige comme cette structure qui va préparer, justement, l'élite à la gestion de la chose publique. Et voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez pour ceux qui disent que la corruption, c'est une fatalité, que ce soit même en Afrique, et puis bien même en République démocratique du Congo, qu'il faut vivre avec? Enfin, vous pensez que... Est-ce que vous pensez que c'est une fatalité tout de même? Oui, la corruption en elle-même est une fatalité, mais c'est parce... qu'il faut vivre avec. C'est parce qu'on est né, en tout cas, c'est parce que les gens naissent dans ça qu'ils pensent qu'effectivement il faut vivre avec. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut vivre avec, mais justement il faut réfléchir sur des pistes de solutions pour voir dans quelle mesure éradiquer cela. Mais vous savez, c'est la corruption aujourd'hui, en tout cas dans la plupart des pays africains, y compris la RDC, mon pays, c'est un système. Vous voyez, ce n'est pas seulement l'œuvre des individus, aujourd'hui c'est un système. Et qui dit système, il faut commencer par, non pas attaquer la corruption, mais déraciner le système qui fera éradiquer justement la corruption. Parce que la corruption n'est qu'une branche de l'arbre du système. Et donc, tant qu'on n'aura pas déraciné, n'est-ce pas, l'arbre, le problème va demeurer intact. Et qu'en est-il des Français d'origine congolaise? Est-ce qu'ils sont concernés par ce mouvement-là? Ce mouvement concerne tout ce qui se reconnaît comme congolais. On n'exclut personne. D'ailleurs, peut-être qu'on abordera cette question de la Constitution. En tout cas, nous pensons que lorsqu'on a en soi le sang congolais, quel que soit le choix qu'on a opté plus tard, c'est qu'on ne peut pas se détacher définitivement de la RDC. Et donc, que ce soit les Congolais d'origine ou les Congolais qui n'ont pas renoncé à la nationalité, tous sont concernés par ce mouvement. Voilà. En tout cas, vous êtes très engagé. On vous a vu donc aux côtés d'abord de Denis Mukwege avant d'avoir donné votre candidature aux élections présidentielles et puis même sénatoriales après. Ensuite, on vous a vu auprès de Tshisekedi. Quels sont les objectifs d'approcher les institutions politiques? Il faut savoir que en face de nous, nous avons les animateurs. Le pays est dirigé et donc il faut commencer déjà par reconnaître les institutions qui sont en place pour que nos actions puissent aboutir. Voyez. Et donc effectivement, en 2023, j'avais opté pour le choix du docteur Mukwege pour des raisons qui me sont propres, notamment par rapport à son combat aussi noble qui lui a valu ce prix Nobel en 2018. Mais le combat que nous menons va au-delà des individus. Nous sommes en train de mener un combat pour le pays. Et donc, tout celui qui se présente avec des solutions, en tout cas palpables, on va vers la personne. Donc, c'est un combat au-delà des individus, c'est un combat pour la nation, pour des générations. Et donc, voilà pourquoi on est ouvert à toute forme de discussion, peu importe qui est en face de nous, peu importe l'interlocuteur, peu importe qui est en face de nous. Donc, le mouvement se définit un peu comme politique ou associatif? Nous sommes plus dans l'associatif, nous sommes plus une structure technique, parce que vous savez, chez nous, tout est politisé, mais on omet justement la technicité, parce qu'entre les politiques, il faut savoir qu'il y a aussi les techniciens qui ne sont pas politiques, qui sont apolitiques, mais qui peuvent apporter justement des idées claires sur le développement de la nation. Vous avez des juristes, vous avez des économistes qui, sans être dans un parti politique, peuvent apporter des idées pour faire avancer l'économie de la nation, n'est-ce pas, ou encore la justice du pays. En tout cas, la justice du pays est définie comme malade. On va parler désormais de la Constitution, de la révision donc de la Constitution en RDC. Vous avez écrit un article à ce sujet, mais d'abord je vous propose de voir l'intervention de Nicolas Kazadi qui était avec nous sur notre plateau. Donc, c'est des questions sur lesquelles il y a un certain consensus. Le Sénat lui-même
beaucoup de gens s'interrogent sur la nécessité de garder cette institution. Donc, il faut que le débat continue. Et si le consensus est fort sur toutes ces questions, oui, il faut faire une révision. Moi, j'aurais souhaité que cette discussion se fasse en 2023 dans le cadre de la campagne électorale. Malheureusement, elle commence après la campagne. C'est ça qui fait que les gens se posent des questions. Mais dans le principe, la révision se justifie. Maintenant, la question qui fâche, c'est que beaucoup estiment que ce n'est qu'un moyen pour faire sauter le verrou et amener à une nouvelle république et permettre au président de continuer. C'est un procès d'intention. Et le débat ne peut pas être empêché juste parce qu'il y a un procès d'intention. Il faut que le débat se fasse et puis que les gens décident en responsable. Je crois que s'il y a un sens de responsabilité commun, on devrait aboutir à quelque chose de rassurant pour le pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, comme dirait Kazadi, pour certains, cette révision, c'est un moyen de faire sauter le verrou? Enfin, comment vous le percevez? Alors la Constitution est pour poser déjà les bases, est une loi fondamentale d'une nation. La Constitution est comme voilà, un être humain. La Constitution naît, la Constitution se développe et la Constitution meurt. Et donc la Constitution, comme tout texte de droit par ailleurs, subit les effets du temps et des circonstances dans une société donnée. Et donc il est donc normal de réfléchir à une mise à jour quotidienne, si vous voulez, en tout cas à chaque fois que le besoin se fait ressentir. La question qui se pose, c'est de savoir quelle est l'opportunité justement d'une telle action. Nous sommes au début du second mandat, deuxième et dernier du président de la République. Tout à l'heure, M. Kazadi a dit que c'était des procès d'intention, mais il y a lieu de se poser des questions, de savoir pourquoi maintenant et pas avant. Je vous rassure qu'un tel débat, si ça avait été lancé en 2019, un an après l'accession au pouvoir du président, il n'y aurait pas eu des réticences. Aujourd'hui, justement, il y a lieu de réfléchir sur l'opportunité d'une telle action, quelle est la priorité, quelle est l'urgence et quelle est la nécessité d'initier une telle procédure en ce moment précis. Pourquoi maintenant? C'est la question qui se pose. Alors la question, c'est de savoir est-ce que ceux qui se posent cette question ont tort de se la poser? Est-ce qu'ils ont raison? Une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pas tort. Et surtout les arguments donc, du président Tshisekedi, que cette constitution a été aussi, par ailleurs, fait aussi par les colons dans l'époque des colons. Est-ce que c'est des arguments qui amènent à se dire que oui, il faut faire une mise à jour? Vous pensez que les arguments du président Tshisekedi sont valables? Alors, les arguments pour une mise à jour sont valables, mais pas ceux-là que le président a avancés. Parce qu'il faut savoir que cette constitution a été rédigée, en tout cas entièrement par les Congolais, qui pour la plupart sont d'ailleurs vivants. Et ça a été, l'avant-projet a été élaboré à Kisangani, une des villes du pays. Et donc dire que cette constitution a été élaborée par des étrangers pour les étrangers, je pense que le chef de l'État, avec tout le respect, a été mal conseillé, justement, a été mal conseillé, et sur ce domaine-là, par ses collaborateurs juristes. La Constitution a bien été rédigée par les Congolais et au Congo, pas par les étrangers. Et comment cette révision pourrait-elle, selon vous, influencer la scène politique actuelle? En plus, on sait que les défis sécuritaires y sont majeurs. Vous pensez qu'il y aura un impact? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, une bonne partie des territoires du pays à l'Est est sous occupation des puissances étrangères. Donc, quand vous lisez l'article 218 de la Constitution, cet article énonce, ou encore si vous voulez, énumère les personnes qui sont à l'origine de l'initiative constitutionnelle. Vous avez justement le chef de l'État. En tant que président, il a l'initiative de la révision constitutionnelle. Vous avez le gouvernement, après délibération au Conseil des ministres, à savoir que c'est le président qui préside et convoque le Conseil des ministres. Donc, il a doublement cette casquette-là. Et il y a aussi les chambres parlementaires, donc le Sénat ou l'Assemblée nationale, ou 100 000 Congolais par pétition. Et donc, aujourd'hui, effectivement, ça aura un impact parce que cet article, je rappelle ça, puisqu'il exige qu'il y ait un référendum pour valider cette révision constitutionnelle. Or, aujourd'hui, avec un référendum, on ne pourra pas faire voter d'autres Congolais dans les territoires occupés.
Donc il y aura un problème de crise de légitimité, justement, et ce qui fait que, ils peuvent ne pas reconnaître les nouvelles réformes constitutionnelles qui vont être apportées. Donc les enjeux sont légion, qui font à ce que l'opportunité d'une telle démarche à ce jour n'a pas lieu d'être. Et en ce moment, il y a beaucoup d'opposition face à ce changement-là, que ce soit au Congo ou même au sein de la diaspora. Il y aura des mobilisations dans les jours qui viendront, en tout cas ici à Paris, et les mobilisations contre le changement de la Constitution. Et en ce moment, là, on a vu des photos, des vidéos d'opposants, de manifestants se faire frapper par les policiers. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mouvement, on va dire, de liberté d'expression qui est assez mis de côté? Alors, il faut savoir qu'il y a déjà une cacophonie entre la question de savoir faut-il réviser ou changer la Constitution, parce qu'en droit, la révision et le changement de la Constitution sont deux paradigmes, en tout cas deux paramètres totalement différents. La révision de la Constitution est prévue par la Constitution. J'évoquais tout à l'heure l'article 218. Et il y a plusieurs éléments qu'on peut revoir dans la Constitution. Notamment, aujourd'hui, l'élection du président se fait à un tour, donc à la majorité simple des voix. Oui, et ça, justement, je pense que c'est une des réformes qu'il faut changer parce que... Mais vous comprenez ceux qui manifestent contre? Alors, ceux qui manifestent contre... Ils ont raison de manifester contre parce qu'aujourd'hui, le timing ne plaide pas en faveur du pouvoir en place. Voyez. Voilà pourquoi, parce que vous avez évoqué la rédaction de mon article à ce sujet. Justement, dans l'article, je suis en train de proposer une entrée en vigueur différée des dispositions qui vont être révisées. En gros, de manière concrète, c'est que la révision, on peut la faire, mais que les dispositions qui seront révisées puissent entrer en vigueur au lendemain de la passation du pouvoir entre l'actuel président et le prochain qui va arriver. Et lorsqu'on aura adopté une telle mesure, ça va dissiper tout malentendu sur les intentions, n'est-ce pas, de pouvoir se pérenniser. C'est ce que craignent justement les opposants. Et d'ailleurs, donc, dans votre article, vous parlez de souplesse d'une constitution et d'une rigidité. Alors, il faut savoir que lorsqu'on aborde la question de la révision constitutionnelle, il y a deux questions qui sortent du lot. Donc, il y a d'une part la notion de la Constitution qui est souple, et d'autre part, la Constitution rigide. Voilà, la souplesse de la Constitution veut tout simplement dire qu'une Constitution ne répond pas à un mécanisme strict pour sa révision. Alors que la rigidité, il y a un mécanisme bien établi. Par exemple, la Constitution française est une Constitution rigide, de même que la Constitution congolaise. Donc, en fait, en fonction de la nature même de la Constitution, on sait voir quelle position adapter. Voilà pourquoi il serait mieux déjà de comprendre la technicité même de la Constitution congolaise et voir que, de par sa rigidité, cette Constitution ne peut pas être touchée de n'importe quelle manière. Vous voyez ? Et donc, il serait impérieux, n'est-ce pas, d'analyser déjà l'opportunité, ensuite de voir comment procéder et intégrer tout le monde, parce que vous savez que la Constitution, c'est un pacte républicain, et donc l'apport de tous est impérieux. Et en ce moment, certes, il y a le changement, donc la révision de la Constitution, mais il y a aussi les jeunes Congolais qui font face à un taux de chômage élevé. Comment on fait lorsqu'on est Congolais, qu'on souhaite avoir un avenir meilleur, donc, et de se projeter en Occident comment vous faites, en tout cas votre mouvement, comment on fait pour contrer cela, ce taux de chômage auprès des jeunes Congolais et qui souhaitent donc s'installer en Occident et puis ne pas revenir ensuite? Alors l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on a politisé un peu l'employabilité des jeunes. Aujourd'hui, pour la plupart des cas, si vous voulez en tout cas intégrer l'administration publique, il faut nécessairement appartenir à un parti politique, ou en tout cas faire partie d'un quota. Et donc, l'une des pistes que nous, on propose, n'est-ce pas, c'est de dépolitiser, n'est-ce pas, l'accessibilité à l'emploi des jeunes au profit, n'est-ce pas, des concours d'admission. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette en avant les concours d'admission. Et ça permettra de prôner, en tout cas, si vous voulez, l'efficacité, si vous voulez, en tout cas les compétences, en mettant en avant les compétences des jeunes au détriment justement des quotas des partis politiques. Et en ce moment-là, on saura dans quelle mesure faire le tri des jeunes compétents pour les injecter au niveau de l'administration publique, de différentes institutions, même privées d'ailleurs, pas que publiques.
Et qu'en est-il des investisseurs locaux, que ce soit congolais de la diaspora ou même étrangers? Quelle est votre vision à partir de ça? Est-ce qu'on en a besoin? Alors, il faut savoir qu'on a besoin de tout le monde parce que l'emploi des jeunes passera aussi par le secteur privé. Et donc, ce secteur privé-là veut simplement dire qu'il faut être canalisé. Comment? Par exemple, vous avez rappelé tout à l'heure que j'étais candidat à l'élection des sénateurs en avril dernier en RDC. Et donc, dans le projet parlementaire que je portais, je proposais qu'il y ait dans chacune des structures, n'est-ce pas, des établissements privés, un quota des jeunes Congolais, un quota réservé uniquement aux jeunes Congolais, à la fois pour les stages et pour les emplois. Et donc, ce quota-là devait être, en tout cas, passé par la loi, le Parlement, en tout cas, devenir érigé en loi pour que chaque investisseur privé qui arrive au Congo sache que, en tout cas, dans la structure de sa société, de son entreprise, il doit prévoir un quota pour les jeunes Congolais, à la fois pour le stage, pour être formé, mais également pour l'emploi. Le Congo d'abord, donc. Le Congo d'abord, et c'est très important. Et de cette façon-là, on va épauler l'État congolais pour, en tout cas, réduire, si ce n'est éradiquer, le taux de chômage des jeunes. Et à votre avis, comment Morel peut-il donc participer à l'amélioration de ce cadre? Est-ce que vous avez des institutions qui vous ont contacté, ou bien même vous, est-ce que vous êtes à l'encontre, vous êtes en contact donc avec ces gouverneurs ou le gouvernement pour faire changer les choses? Alors, il faut savoir que moi, j'ai passé un stage de 6 mois au sein de l'Organisation internationale de la francophonie à l'unité jeunesse. Et donc, moi, ce que je propose ensemble avec notre mouvement, c'est qu'il faut qu'on crée, par exemple, un portail numérique jeunesse. Ce portail, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, ce portail aura pour importance de recenser tout ce qu'il y a comme opportunité d'emploi. Donc, vous n'aurez plus besoin de faire les déplacements pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme opportunité. Recenser tant dans les secteurs privés que publics. Et ça, c'est une initiative que le ministère de la Jeunesse devrait mettre en place. Comme ça, en ce moment-là, tout celui qui veut savoir, en tout cas en savoir plus sur les opportunités qu'il y a d'emploi, n'aura qu'à aller sur ce portail jeunesse, voir qu'est-ce qu'il y a comme opportunité, et en tout cas, et analyser les critères d'éligibilité, n'est-ce pas, à ces opportunités. Et ça permettra de réduire au maximum. Parce qu'il y a aussi un problème de la publicité de l'information. Parfois, les offres circulent, mais il y a un déficit. On ne sait pas comment publier les informations et ça ne sait pas parvenir à bon escient aux différents jeunes. Et donc, avec un portail comme celui-là, érigé par le ministère de la Jeunesse, ça permettra justement aux jeunes d'avoir le plus d'informations sur les différentes opportunités qu'il y a sur le terrain. Eh bien, là, on arrive vers la fin de l'émission. Est-ce que, en tant que secrétaire général donc, du mouvement Morel, vous avez un message à accorder pour les futures élites ou les élites qui nous regardent? Le message, il est simple, c'est que nous invitons les jeunes à rejoindre le mouvement. Ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose à apporter au niveau de la République démocratique du Congo, que ce soit à Kinshasa ou ici à Paris, dans différentes villes de la France ou en Europe d'ailleurs, en Amérique, les portes sont grandement ouvertes. Il faut savoir qu'on a une représentation au niveau de Kinshasa, une coordination à Kinshasa qui travaille d'arrache-pied. Donc l'objectif, c'est de sensibiliser tous ces jeunes-là à prendre conscience de ce qu'à l'horizon 2050, ils seront appelés à prendre les rênes de différentes nations, pas que le Congo d'ailleurs, et en Afrique de manière générale. Eh bien, merci Junior Kitenge, secrétaire général donc, du mouvement pour la révolution des élites, Morel. Donc, on se retrouve très bientôt pour un prochain entretien du jour sur Global Africa Télé Sud.